Suicide de la crise à la prise en charge. Donc le suicide de la crise à la prise en charge. Définition. Le suicide se définit à l'origine comme l'homicide de soi-même. Il constitue une préoccupation philosophique et morale pour chaque individu. Aussi loin que remonte la description de la pensée humaine. Donc aussi loin que remonte la description de la pensée humaine, le suicide, homicide contre soi-même, homicide de soi-même, constitue une préoccupation philosophique et morale pour chaque individu. Le suicide désigne tout comportement qui cherche et trouve la solution d'un problème existentiel dans le fait d'attenter à la vie du sujet. Il s'agit d'un comportement volontaire, actif, limité dans le temps, généralement instantané, classiquement lucide et intentionnel, excluant le sacrifice de quelqu'un pouvant choisir de vivre. Il n'est pathognomonique d'aucun trouble psychiatrique spécifique. On parle de suicider pour celui qui est mort de suicide et en épidémiologie de la mortalité du suicide. Le terme de tentative de suicide est couramment employé pour désigner de façon assez générale un acte effectué par un individu à son propre endroit avec l'intention initiale d'un geste létal qui a avorté. L'Organisation mondiale de la santé l'a défini comme un acte sans issue fatale, réalisé volontairement par un individu, constitué de comportements inhabituels qui peuvent avoir des conséquences dommageables sans l'intervention d'autrui ou qui se traduisent par l'ingestion de substances en excès par rapport à une prescription médicale ou à ce qui est reconnu comme une posologie thérapeutique, et cela dans le but d'induire des changements espérés. On parle souvent de TS ou d'autolyse. Donc on parle souvent de TS, tentative de suicide, ou d'autolyse. La terminologie de tentative de suicide peut apparaître cependant assez impropre pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, l'objectif premier du geste suicidaire est plus souvent le fait de tenter que de se suicider, témoignant par là plus d'un processus suicidaire que d'une intentionnalité de mourir. On peut donc penser que l'appellation tentative de suicide prend une option sur l'intention du geste réel, entre parenthèses, que ce terme soit employé par les suicidants ou par l'environnement, y compris par les soignants. Par ailleurs, l'appellation tentative de suicide demeure assez floue du fait de la subjectivité clinique non négligeable qui entoure l'analyse des gestes, ce malgré les définitions qui nous sont proposées. Cependant, toute tentative de suicide est un geste potentiellement mortel. Le terme suicidant est employé pour désigner un sujet ayant réalisé un passage à l'acte non létal, et l'on parle en épidémiologie de morbidité du suicide. Le comportement suicidaire. Les comportements suicidaires, également appelés équivalents suicidaires, évoquent toute conduite où la prise de risque est importante, même sans intention suicidaire exprimée. Entre parenthèses, prise de toxiques, vitesse en voiture, saut en parachute, etc. L'existence d'équivalents suicidaires n'empêche ni ne prédit une réelle tentative, mais fait partie des facteurs favorisants. Le terme suicidaire renvoie à celui qui s'est engagé consciemment ou non dans un processus suicidaire. Entre parenthèses, idéation, comportement, etc. La crise suicidaire est une notion récente, souvent difficilement identifiable, sinon recherchée. Elle correspond à une crise psychique dont le risque majeur est le suicide. Cette crise constitue un moment d'échappement, un état d'insuffisance des moyens de défense et de vulnérabilité qui place la personne en situation de souffrance et de rupture d'équilibre relationnel avec elle-même et son environnement. Cet état est réversible et temporaire. Elle s'accompagne d'idéations suicidaires de plus en plus prégnantes et qui peut aboutir à un passage à l'acte. Elle se manifeste par une crise psychique dans les attitudes, le comportement et ou les relations interpersonnelles qui se modifient par rapport aux habitudes. Le suicidaire ne perçoit plus de façon objective et réaliste l'ensemble de son vécu et de ses capacités.
Il existe des signes prodromiques comme l'achat d'armes à feu, le don de ses biens, etc. Donc ce sont des signes avant-coureurs, donc c'est les signes prodromiques, comme l'achat d'armes à feu, le don de ses biens, etc. La crise suicidaire peut débuter par une fatigue, une agressivité, des troubles du sommeil, un isolement. Elle se complique d'anédonie, de désespoir et de souffrance psychique. La crise suicidaire peut également se manifester uniquement par des comportements passifs, refus alimentaire, refus de soins, isolement socio-affectif volontaire. On évoquera ici le syndrome de Ringel, pouvant survenir après une crise suicidaire démonstrative ou de façon directe, qui associe un calme apparent, un retrait avec diminution des échanges interpersonnels, de la réactivité émotionnelle et affective, qui s'accompagne du développement de fantasmes suicidaires. Les données épidémiologiques actuelles. De nombreux travaux existent en épidémiologie concernant la question du suicide, mais peu impliquent des suivis de longue durée sur de grands effectifs. Ces travaux sous-évaluent la réalité du phénomène suicidaire de 20 à 25%. Les statistiques de mortalité du suicide sont limitées par la difficulté fréquemment rencontrée d'identifier les causes ou l'intentionnalité de l'acte ayant amené au décès. C'est ce phénomène qui aboutit à une sous-déclaration des suicides en France. La lecture des seules statistiques de la mortalité suicidaire ne peut donc résumer l'épidémiologie de ce comportement. On ne peut pas attribuer, au vu de ces recherches, une cause unique à la survenue d'un suicide ou d'une tentative de suicide. Ce phénomène est issu d'un processus multifactoriel complexe au plan de l'individu. En France, on évoque jusqu'à 13 000 décès par suicide et par an. Ce taux est situé dans la moyenne haute des chiffres européens. La France est un pays à forte mortalité par suicide, 3e au rang européen, derrière la Finlande et l'Autriche. Bien derrière les pays d'Europe du Sud, ce de façon stable depuis plus de 15 ans. Le suicide représente 2,1% de l'ensemble des causes de mortalité. En 2006, on a relevé officiellement 10 660 suicides, ce qui correspond à un taux estimé de 18 suicides pour 100 000 habitants. Le taux réel doit être plus proche de 22 suicides pour 100 000 Français par an. On constate une surmortalité masculine, 3 à 4 suicides d'hommes pour 1 suicide de femmes. En 2006, on a enregistré le suicide de 7 940 hommes pour 2 720 femmes. Le suicide correspond à 3% des décès masculins et à 1% des décès féminins. On constate également que le risque suicidaire est fortement croissant avec l'âge. Cependant, les décès les plus nombreux sont relevés pour les 35-54 ans. Le suicide représente la première cause de mortalité de la classe d'âge 25-34 ans. Pour les 15-24 ans, c'est la deuxième cause de mortalité, 1000 décès par an, après les accidents de la voie publique. L'aspect le plus frappant de la mortalité par suicide en France concerne sa place dans l'ensemble des causes de décès. C'est la 3e cause de mortalité prématurée après les cancers et les maladies coronariennes. C'est cet aspect qui donne un aperçu de la gravité de cette épidémie cachée en termes de santé publique. Le suicide représente 15% de la mortalité des 15-44 ans et même 20% pour la classe d'âge 25-34 ans. Entre parenthèses, première cause de mortalité de cette classe d'âge. Le suicide représente au total 335 années de vie perdues pour 100 000 habitants, soit 8% des années de vie perdues par an. Parmi les modalités de suicide, la pendaison reste le mode le plus fréquent, 45% des cas, suivi de l'utilisation d'armes à feu, 20% des cas, puis de l'ingestion de substances toxiques, 14% des cas. Le recours à la pendaison, qui va croissant, est le moyen privilégié par les hommes. Au contraire, les femmes ont pour premier mode de suicide l'ingestion médicamenteuse volontaire. Pour ce qui est des tentatives de suicide, TS,
Il n'existe en France aucune modalité d'enregistrement des données de prise en charge par les systèmes de soins. Les chiffres portant sur les tentatives de suicide sont donc également sous-évalués. Pour complexifier encore, on peut ajouter que certains comportements ne sont pas comptabilisés et pourraient être assimilés à des équivalents suicidaires, comme certains accidents de la voie publique, les consommations de toxiques et ou d'alcool, ou les autres recherches de limites, sport extrême, sexualité à risque, etc. On avance une incidence annuelle en France de 200 000 tentatives de suicide par an. 200 000 TS par an. Contrairement au suicide, les tentatives sont plus fréquentes chez la femme. 3 TS de femmes pour 1 TS d'hommes. La classe des 14-34 ans est la plus exposée en nombre aux tentatives de suicide. 40% des suicides en récidive, dont plus de la moitié dans l'année. Le taux de décès à 1 an après un premier geste est de 1% par suicide et les suicidants connaissent globalement un risque accru de décès, toutes causes confondues. Ce sont des données importantes qui justifient l'importance de la prise en charge des suicidants. On estime parallèlement que seul un quart des tentatives amènerait à une consultation médicale ou hospitalière. Ainsi, 8% de la population française a déjà fait au moins une tentative de suicide. 9% des femmes et 5% des hommes. La modalité suicidaire la plus fréquente, 90%, est l'intoxication dite médicamenteuse volontaire, le plus souvent par psychotrope. Le rapprochement des données chiffrées permet d'estimer que chaque année, pour 100 000 Français, environ 4 000 vont présenter des idées suicidaires, 600 feront une tentative de suicide et 20 personnes décéderont des suites de ce geste. 2% de la population française présente un risque suicidaire élevé. Reconnaître et évaluer la crise suicidaire. Les données épidémiologiques ont permis d'établir des éléments concrets d'évaluation de la crise suicidaire, en s'appuyant sur les notions de facteurs de risque, d'événements de vie et de facteurs protecteurs. Facteurs de risque de suicide. Le rapport entre les idéations suicidaires, les tentatives et la létalité du geste varie beaucoup selon l'âge et le sexe, comme nous l'avons évoqué, mais aussi en fonction de l'exposition à différents autres facteurs de risque. Ces facteurs sont classés par ordre d'importance en termes de létalité. Un facteur de risque n'est cependant ni nécessaire ni suffisant pour expliquer un passage à l'acte suicidaire. Les facteurs de risque primaires. Les facteurs dits individuels sont également considérés comme primaires. Signes d'alarme forts, ils sont sensibles à l'intervention thérapeutique. Troubles psychiatriques. Ils sont pratiquement tous associés à une majoration du risque suicidaire, mais aucun n'est spécifique de la tentative de suicide. La fréquence des troubles psychiatriques est importante tant chez les suicidés, 95% des suicidés souffrent de troubles psychiatriques, que chez les suicidants. Le syndrome dépressif, en raison de sa prévalence relativement importante, constitue certainement le facteur le plus souvent en cause. Les troubles de l'humeur. Le suicide est la principale complication de l'épisode dépressif, notamment non traité, et l'existence d'un trouble de l'humeur constitue la première cause psychiatrique de suicide. Le risque suicidaire est grandement majoré par l'association de la survenue d'un syndrome dépressif et de l'existence d'antécédents personnels de tentatives de suicide. Dans le cadre des troubles de l'humeur, il faut retenir le rôle que peuvent jouer certains psychotropes. Certains antidépresseurs peuvent participer au déclenchement de gestes suicidaires du fait de leur potentialité toxique importante lors d'ingestion médicamenteuse volontaire, entre parenthèses, la majorité des tentatives de suicide étant consécutives à des ingestions de psychotropes. Les états mixtes et maniaques représentent également des formes cliniques à risque suicidaire élevé. Les schizophrénies. La schizophrénie est une pathologie particulièrement à risque. 13% des schizophrènes se suicident et 18 à 55% tentent de le faire. C'est le diagnostic psychiatrique le plus fréquemment retrouvé chez les jeunes suicidés.
Le risque est d'autant plus grand que le patient est jeune, a une conscience partielle et douloureuse de sa maladie et ou au sortir d'une hospitalisation. Les pathologies anxieuses. Le niveau d'anxiété influe sur le risque suicidaire et le caractère quasi ubiquitaire dans les troubles psychiatriques de ces manifestations n'en fait pas un facteur très spécifique. Parmi les troubles anxieux, le trouble panique paraît être le plus incriminé. L'alcoolisme et les toxicomanies. L'ensemble des conduites addictives est lié à une majoration du risque suicidaire. L'abus d'alcool ou la dépendance multiplie par 8 le risque de survenue d'une crise suicidaire. Les toxicomanes s'exposent au risque de façon 4 fois supérieure à celle de la population générale. Les troubles de la personnalité. Les troubles de la personnalité de type dissocial, limite, histrionique, narcissique sont les troubles de la personnalité les plus fréquemment retrouvés chez les suicidants, seuls ou en comorbidité. Les comorbidités psychiatriques. Le risque suicidaire est multiplié par 90 pour un patient présentant une association de troubles psychiatriques. Les antécédents familiaux. Des antécédents de troubles psychiatriques chez les apparentés du premier degré sont retrouvés dans plus de 50% des cas de tentatives de suicide. De même, on retrouve une grande fréquence de tentatives d'autolyse parmi les membres de la famille des suicidants, en particulier récidivistes, qu'en population générale. Les antécédents personnels et familiaux. Les antécédents personnels et familiaux de tentatives de suicide ou de suicide sont importants à prendre en compte, tant pour la durée écoulée depuis un premier geste que pour leur nombre. L'existence de tentatives antérieures est parmi tous les facteurs de risque d'autolyse le plus prédictif d'une récidive à court terme. Les patients ayant des antécédents personnels ou familiaux ont un risque plus élevé que la population générale de récidiver sur un mode suicidaire et ont, en conséquence, une mortalité liée au suicide également supérieure. Les maladies physiques. Les maladies physiques, cancer, infection par le VIH, maladies de système, notamment celles sources de douleurs, de mutilations, de difficultés d'adaptation pour le patient comme pour son entourage, sont responsables d'une augmentation du risque suicidaire. Les éléments biologiques. Ils sont fréquemment à mettre en rapport avec des notions de prédisposition génétique. On ne reviendra pas ici sur la place de la modulation du système sérotoninergique dans l'augmentation de l'impulsivité et la tendance au passage à l'acte suicidaire. Les facteurs de risque secondaires. Ces facteurs de risque n'ont de valeur qu'en interaction avec les précédents. Ils impliquent les relations interpersonnelles, le chômage, l'isolement socio-affectif et le négativisme de vie. Le divorce ou la séparation conjugale sont des facteurs favorisants. Célibat, veuvage, perte précoce d'un parent, deuil sont également des facteurs de risque psychosociaux reconnus. Le taux de suicide chez les chômeurs est ainsi majoré de 50% par rapport à la population générale. Le négativisme de la vie concerne les populations en difficulté. Parmi elles, on note la place prépondérante des sujets incarcérés, des immigrés, mais aussi l'annonce d'une maladie grave, les abus sexuels, le bas niveau socio-économique, les militaires. Les facteurs de risque tertiaires. Ils sont issus directement des données épidémiologiques. On sait que les femmes font plus de tentatives que les hommes, mais que l'issue fatale est plus fréquente chez ces derniers. On retient également que la période prémenstruelle est une période de plus grand risque de passage à l'acte. L'âge est également un facteur de risque tertiaire, majoration du risque dans le jeune et le grand âge. Le suicide est plus relevé en dehors des périodes de vacances. De même, les jours de la semaine sont à prendre en compte. Les chiffres de suicide et de tentatives de suicide sont plus importants le lundi que le vendredi. On peut conclure que le comportement suicidaire doit être considéré comme la conséquence d'interactions complexes entre des caractéristiques psychologiques, biologiques et sociologiques. Les facteurs primaires, secondaires et tertiaires
ne sont que des indicateurs de risque et ne sont pas prédictifs de l'acte. Il est par exemple fréquent de constater des gestes suicidaires chez des personnes ne présentant pas de troubles psychiatriques. Davantage qu'un seul de ces facteurs, c'est leur cumul qui importe. Les événements de vie. Ce sont des changements extérieurs au sujet, dont l'impact est à interpréter en fonction de la subjectivité propre à l'individu qui traverse une crise suicidaire. Même s'il ne peut y avoir de lien de causalité directe entre la crise suicidaire et ces événements, on note que la survenue d'événements de vie à 6 mois est 4 fois plus fréquente chez les suicidants que dans la population générale. Les événements de vie prédisposant à la survenue d'une crise suicidaire, les plus étudiés sont les pertes précoces, la maltraitance infantile, les abus sexuels ou physiques. Les événements précipitants sont décrits comme ayant un impact s'ils surviennent dans la semaine qui précède la crise. On retient essentiellement les conflits interpersonnels et les problèmes sentimentaux. Chez l'adolescent, les problèmes disciplinaires ou judiciaires, les conflits avec les parents, ceux induisant un sentiment d'injustice, de rejet ou d'humiliation sont fréquemment rapportés en période de crise suicidaire. Les facteurs protecteurs. Ils s'opposent aux facteurs de risque. La qualité du support social est le plus important. Mariage, naissance, appartenance à une famille, exercice professionnel satisfaisant. Il faut retenir que la prise en charge thérapeutique d'un suicidant est un facteur protecteur de récidive très importante. Il faut retenir que la prise en charge thérapeutique d'un suicidant est un facteur protecteur de récidive très important. Les risques spécifiques. Risque suicidaire de l'enfant. Même s'il est peu fréquent statistiquement, le suicide infantile existe. L'expression spontanée d'idées ou d'intentions suicidaires sont rares chez l'enfant. La crise suicidaire peut s'exprimer par un repli, des plaintes somatiques mal définies, des troubles des apprentissages et du comportement, une encoprésie, des accidents de vie quotidienne ou des blessures répétées, des préoccupations récurrentes autour de la mort. Les facteurs de risque spécifiques au risque suicidaire de l'enfant sont les pertes précoces, les déstructurations familiales, la maltraitance, la préadolescence et l'entrée au niveau du collège. Du collège. Risque suicidaire de l'adolescent. Les adolescents constituent une population très exposée au risque suicidaire, notamment en termes de tentatives de suicide, 30 fois plus fréquentes que les suicides dans cette classe d'âge. Les idées suicidaires sont extrêmement fréquentes chez l'adolescent, mais ne doivent jamais amener à une banalisation ou à une indifférence. La récidive est également très fréquente chez les adolescents, avec 30 à 50% de récidive de gestes suicidaires dans l'année qui suit un premier geste. Cette récidive est caractérisée par une gravité croissante des tentatives. L'épidémiologie du suicide chez l'adolescent est à mettre en rapport avec l'investissement de l'agir propre à cette période de mutation. La tentative de suicide a souvent pour l'adolescent une valeur d'appel, signant les limites de la mentalisation habituelle à cet âge. On ne trouve aucun trouble psychiatrique chez plus de 80% des adolescents rencontrés après une tentative de suicide. En plus des facteurs de risque suicidaire précédemment évoqués, il faut retenir chez l'adolescent les fugues, les prises de toxiques, un échec ou une chute des résultats scolaires, les abus sexuels et la maltraitance, la banalisation d'un premier geste, un conflit persistant avec l'autorité, les antécédents suicidaires ou psychiatriques parentaux. Une consultation psychiatrique est indispensable chez tout adolescent suicidaire. Donc une consultation psychiatrique est indispensable chez tout adolescent suicidaire. Une hospitalisation d'évaluation en service de psychiatrie spécialisée doit être envisagée avec le suicidant et sa famille. Le risque suicidaire du sujet âgé. On ne retrouve que rarement l'expression d'idées suicidaires chez le sujet âgé en crise. On constate le plus souvent un isolement, un refus alimentaire, une perte des intérêts et de la communicabilité ou l'opposition aux soins.
Un épisode dépressif est à rechercher de façon systématique car très fréquent et minimisé par l'entourage. Les facteurs de risque spécifiques du sujet âgé sont les pathologies douloureuses, les conflits familiaux, les pertes de repères, entre parenthèses institutionnalisation, déménagement, et enfin le veuvage. Le risque suicidaire en milieu carcéral. Les idéations suicidaires sont fréquentes et le plus souvent précoces avec la mise en détention du sujet. Ce d'autant plus que le sujet n'a pas encore été condamné, qu'il est impliqué dans une atteinte aux personnes ou dans un fait intrafamilial, qu'il perd son statut socio-professionnel antérieur. La répétition de gestes automutilatoires et une demande de soins somatiques répétée sont des signes accompagnant fréquemment une crise suicidaire. Le risque suicidaire de la population militaire. La crise suicidaire est souvent plus agie que verbalisée, sous la forme de gestes ordaliques à type de prise de risque, de désertion, de prise massive de toxiques ou d'alcool, ou de confrontation répétée à l'autorité. Les facteurs de risque spécifiques sont les affectations lointaines ou sur des sites dangereux, les alcoolisations répétées, le port d'armes, l'existence d'un PTSD. Donc ça, le PTSD, c'est un syndrome de stress post-traumatique. Modalité de prise en charge d'une crise suicidaire. Il ne faut jamais banaliser une idéation ou un geste suicidaire. Toute tentative de suicide ou automutilation peut être annonciatrice d'un suicide et constitue une urgence psychiatrique. Il n'existe pas de mode de réponse standardisé à la crise suicidaire. Elle est le seul moyen pour un individu de répondre à une problématique insoluble pour lui. Elle signe une inaccessibilité à la verbalisation que l'écoute soignante peut rendre de nouveau possible. Tout soignant doit pouvoir ainsi intervenir dans son exercice auprès de suicidants. La prise en charge doit avoir lieu dès la demande ou dès le passage à l'acte et relève d'une intervention pluridisciplinaire. Médecins, psychologues, services sociaux, etc. La prise en charge. La réponse à la crise suicidaire associe une intervention immédiate et l'inscription dans un suivi au long cours impliquant l'individu et son entourage. Quel que soit l'intervenant, la rencontre avec le sujet en crise suicidaire doit avoir lieu dans un climat de confiance et de confidentialité. L'échange doit être le plus simple et direct possible, tout en évitant tout jugement de valeur. Les médecins généralistes sont au premier plan de l'évaluation et de la prise en charge de la crise suicidaire. Ils sont amenés à rencontrer initialement le sujet en crise, le plus souvent pour une plainte d'allure somatique, car ce sont des interlocuteurs de proximité. La réponse doit porter sur une écoute active, la recherche d'idéation suicidaire, l'évaluation de la situation et du degré d'urgence en s'appuyant sur des outils spécifiques. Le médecin généraliste doit, par sa connaissance des réseaux sanitaires et sociaux, initier la prise en charge. Il est chargé de l'orientation du patient vers un réseau d'aide, une consultation spécialisée, un service d'urgence, un service d'hospitalisation, etc. Il possède également un rôle majeur pour favoriser l'acceptation et la compliance du sujet à une prise en charge spécialisée. Si du fait d'un passage à l'acte ou d'une crise suicidaire sévère, le patient est admis dans un service d'urgence, il doit être placé au calme, pris en charge par des interlocuteurs pérennes. L'ensemble des soignants de ce type de structure doit être sensibilisé à la gestion de la crise suicidaire. L'ensemble des soignants de ce type de structure doit être sensibilisé à la gestion de la crise suicidaire. L'évaluation est celle décrite ci-dessus et peut amener, selon les moyens disponibles, à une consultation spécialisée de psychiatre, notamment en cas de crise suicidaire avec degré d'urgence élevé. Cette intervention permet d'affiner l'évaluation psychopathologique et d'inscrire le sujet dans le début d'une prise en charge au long cours. Le recours à des outils standardisés de type échelle de désespoir de Beck doit être associé aux évaluations cliniques. Les traitements médicamenteux sont peu efficaces dans la phase aiguë de la crise suicidaire. Ils ne sont indiqués qu'en cas d'agitation majeure.
Sauf souffrance importante persistante, le recours en urgence, par trop fréquent, aux anxiolytiques ne peut seul suffire à traiter une crise suicidaire. Aucun traitement ne peut se substituer à l'échange et au soulagement induit par la rencontre du suicidant avec un interlocuteur empathique et concerné. Le recours à un traitement psychotrope spécifique, antidépresseurs, lithium, neuroleptiques, etc., doit cependant être envisagé devant un trouble psychiatrique, ce, dans un second temps, le plus souvent lors d'une hospitalisation. Une hospitalisation d'évaluation peut être envisagée afin d'éviter un passage à l'acte ou sa récidive. Elle a pour optique de protéger le patient, d'affiner l'évaluation du processus suicidaire, d'établir une relation d'aide ou de traiter spécifiquement un trouble psychiatrique avéré. Elle est nécessaire en cas de structuration suicidaire, entre parenthèses existence d'un scénario suicidaire construit avec absence d'alternative à ce projet, de moyens suicidaires précis et faciles d'accès, mais aussi de sujets présentant un trouble psychiatrique en phase aiguë et de non-coopération du patient. Il est envisageable d'avoir recours en cas de refus d'hospitalisation par le sujet et de dangerosité de la crise suicidaire aux mesures d'admission sous contrainte, entre parenthèses HDT ou HO. Cependant, ces mesures devront être expliquées au patient qui doit être informé de leur caractère temporaire. Une courte hospitalisation de 48 heures est également préconisée en cas de crise suicidaire chez l'adolescent. Une surveillance constante du comportement sera prescrite à son décours, 5% des suicides ont lieu à l'hôpital. Des mesures particulières peuvent alors être prescrites, inventaire, retrait de tout objet contendant, des ceintures, lacets, etc., afin de protéger le patient. Un suivi ambulatoire sans hospitalisation est cependant souvent possible si l'entourage est soutenant, dans un contexte de dédramatisation et de recherche de solutions, et que le patient accepte un rendez-vous de suivi programmé. Ces mesures s'accompagneront d'une action sociale éventuelle, aide à la réinsertion, au logement, etc., afin d'agir sur la dimension psychosociale de la crise suicidaire. Une prise en charge psychothérapeutique doit être conseillée de façon systématique à tous les suicidants. Elle doit être adaptée au sujet, au contexte, et peut être plus ou moins structurée en fonction des possibilités des réseaux, médecins généralistes, psychologues, associations de soutien, psychiatres, etc. Quelle que soit leur nature, les prises en charge de ce type ont montré un impact en termes de prévention de la récidive. Elles sont d'autant plus suivies qu'elles sont proposées par un intervenant qui a rencontré le patient au début de la crise suicidaire. Le suivi au long cours des suicidants est le meilleur facteur de prévention des récidives, notamment au cours de la première année qui suit le début de la crise. Toute crise suicidaire doit donc amener à une proposition de suivi adaptée au stade évolutif et au contexte dans lequel elle s'inscrit. Le suivi spécialisé par un psychiatre sera nécessaire pour les sujets présentant un facteur de risque primaire ou le cumul de plusieurs facteurs. La prévention du risque suicidaire. Le suicide est désormais évoqué ouvertement dans les médias et cette question fait l'objet de plans sanitaires promulgués par l'État. La question de sa prévention n'en reste pas moins épineuse, le suicide étant un processus décrit partiellement par les statistiques, avec une portée de la réflexion ainsi générée peu applicable à l'individu. La Haute Autorité de Santé a cependant fait paraître en 2000 une conférence de consensus sur la crise suicidaire. L'objectif est la production de recommandations pour permettre l'amélioration du repérage et de l'organisation des prises en charge en vue d'éviter ou de limiter la fréquence du suicide. La prévention porte ainsi sur l'action envers certains facteurs de risque et sur le repérage des populations à risque. Ce travail est depuis enrichi de travaux spécifiques concernant certaines populations à risque, adolescents, détenus, etc. La prévention du risque suicidaire repose en particulier sur la diffusion de la connaissance des facteurs de risque suicidaire, la prise en charge précoce de la crise suicidaire, le traitement des facteurs de risque primaires, notamment les troubles psychiatriques, la dépression étant un facteur de risque primaire très important dans la crise suicidaire. La surveillance des personnes les plus exposées à une accumulation de facteurs de risque,
comme les adolescents, les patients hospitalisés en psychiatrie, les toxicomanes, etc. Cette politique de prévention repose sur l'ensemble du système sanitaire, y compris la médecine du travail, mais aussi sur le système scolaire et le milieu associatif. L'UNPS, Union nationale pour la prévention du suicide, regroupe ainsi plus de 30 associations qui animent le débat sur la prévention du suicide au niveau sociétal. Et là, on a un extrait, ou plutôt la conférence de consensus, la crise suicidaire, comprendre et prendre en charge. Donc, conférence de consensus, la crise suicidaire, comprendre et prendre en charge. Menée à la demande de l'HAS, de la Haute Autorité de Santé, elle a pour objectif de définir la notion de crise suicidaire et de promouvoir les préventions possibles de passage à l'acte suicidaire selon les données de la littérature. La reconnaissance de la crise et son évaluation sont primordiales. La crise suicidaire est un processus complexe, parfois difficilement identifiable. Ses manifestations les plus évidentes sont l'expression d'idées suicidaires accompagnées d'une crise psychique, manifestations psychiatriques à type de troubles du sommeil, du comportement, etc., dans un contexte de vulnérabilité, dépression, événements de vie douloureux, etc. Les signes varient en fonction de l'âge, enfant, adolescent, adulte, sujet âgé, de l'existence de troubles psychiatriques et du contexte de vie, armée, prison, etc. Chez un patient connu, toute modification ou aggravation d'un trouble psychiatrique ancien, la survenue d'une symptomatologie physique inexpliquée, d'un événement de vie stressant ou le changement de tonalité de la relation entre le soignant et le patient doivent faire évoquer une crise suicidaire. Chez le patient, peu ou pas connu, le recours à une consultation pour un motif peu défini, un état d'agitation ou d'anxiété, des allusions directes à un vécu douloureux doivent amener à l'évoquer également. La reconnaissance d'une crise suicidaire doit faire adopter une démarche active, questionner le ressenti du patient et rechercher des idées suicidaires. L'instauration d'un climat de confiance permet d'aborder la question du suicide et ne renforce pas le risque suicidaire. L'investigation de la crise suicidaire s'appuie sur le recours à des outils de repérage adaptés. Questionnaire PRIME-MD, T4 ou Mini-GDS, qui recherchent notamment des troubles du sommeil, un sentiment de fatigue continue, une nervosité, une anédonie, une baisse de l'estime de soi et ou une modification de l'appétit. On cherche en parallèle des événements de vie récents pouvant avoir favorisé le processus. La crise suicidaire sert à interpréter dans le contexte. La crise suicidaire est à interpréter dans le contexte socio-environnemental du patient. On évalue également l'existence d'un trouble psychiatrique. Le contexte suicidaire, entre parenthèses présence et fréquence des idées suicidaires, l'intentionnalité du passage à l'acte, conduite de préparation de l'acte, fermez la parenthèse, des signes de vulnérabilité psychique, entre parenthèses troubles de l'image de soi, changement de comportement, sentiment de désespoir, fermez la parenthèse, et des signes d'impulsivité, entre parenthèses agressivité, instabilité comportementale, fermez la parenthèse, point. L'évaluation de la dangerosité de l'urgence s'appuie sur le niveau de souffrance, le degré d'intentionnalité, entre parenthèses idée suicidaire envahissante, l'impulsivité, l'existence d'éléments précipitants, conflits, échecs, ruptures, etc., la présence de moyens létaux, armes, médicaments, etc., la qualité du soutien de l'entourage. Donc ça, c'était pour l'évaluation de la dangerosité de l'urgence qui s'appuie sur le niveau de souffrance, le degré d'intentionnalité, l'existence d'éléments précipitants, la présence de moyens létaux et la qualité du soutien de l'entourage. Maintenant, la prise en charge. La prise en charge s'appuie sur l'adaptation aux différents contextes dans lesquels se situe le sujet en crise. Les relations de l'individu avec l'entourage, les relations de l'individu avec soin entourage. Il y a une faute là. Donc les relations de l'individu avec l'entourage de soins. Une prise en charge multidisciplinaire, l'instauration d'un sentiment de reconnaissance de la souffrance, du sentiment d'être compris et accepté.
On recommande l'information des familles, notamment d'adolescents, mais aussi des intervenants du système scolaire, des personnels paramédicaux et des travailleurs sociaux sur les facteurs de risque et les facteurs protecteurs. La formation des médecins généralistes doit porter sur le repérage des éléments de gravité de la crise, l'écoute active, l'articulation avec les partenaires locaux et la préparation à un suivi spécialisé le cas échéant. La prise en charge précoce doit amener à un suivi au long cours dont les modalités sont adaptées à l'ensemble des critères de la crise suicidaire. Fin de la lecture du chapitre sur le suicide, de la crise à la prise en charge. Donc fin de la lecture du chapitre suicide, de la crise à la prise en charge.